Bon, il y a de l'ambiance en studio. On taira les discussions qu'on a en coulisses. Vous êtes sur Sud Radio et appelez dès maintenant le 0826 300 300 pour vous joindre tout simplement à la discussion, l'application Sud Radio, les réseaux sociaux, bien sûr, pour interpeller certainement sur les nombreux sujets qu'on va évoquer ensemble la ministre de la Ville, Juliette Méadel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de prendre ce temps pour nous expliquer l'action que vous menez actuellement, les batailles nombreuses qui sont les vôtres et surtout, mine de rien, vous allez nous emmener avec vous parce que la ville est au cœur actuellement de toutes les actualités, que ce sont les nombreux drames, que ce soit l'insécurité, que ce soit les eaux à faible émission, les fameux ZFE, que ce soit les trafics. Votre ministère est littéralement transversal, mais on est obligé de revenir sur ce qui se passe ces derniers jours. Rennes avec une fusillade, Nantes également avec ce drame, l'attaque au couteau dans un collège, et puis ce week-end, la Grande Combe avec le meurtre vendredi d'un jeune homme musulman avec d'une violence extrême, plus de 40 coups de couteau portés en pleine salle de la prière de la mosquée de la ville. Ce jeune homme s'appelait Aboubacar Cissé. Mine de rien, quand on regarde ce qui s'est passé ce week-end, est-ce une réalité triste peut-être, mais une réalité qu'on doit regarder en face? Être croyant, mine de rien, en France, peu importe la religion, aujourd'hui, est une circonstance aggravante pour vivre tranquillement, en paix dans notre pays. Je crois surtout que la religion est le prétexte à l'expression de toutes les haines, quelle que soit la religion, vous l'avez bien dit. Et il y a une montée de violence dans notre pays, il y a une intolérance qui monte de tous les côtés, dont la religion est aussi le prétexte. Ce que je veux dire ici, c'est d'abord vis-à-vis de la victime et vis-à-vis de ses proches, la solidarité de la ministre que je suis. J'ai toujours été extrêmement engagée contre toutes ces manifestations de xénophobie, donc solidarité à l'égard de la victime. C'est un acte. Vous parlez de xénophobie, pas d'islamophobie. J'allais y venir, c'est un acte de haine anti-musulman. On peut pinailler sur islamophobie, pas islamophobie. Tout ce que je sais, c'est que c'est un acte qui s'est déroulé contre un croyant dans une mosquée. Et donc ça porte atteinte à la nécessité de préserver des actes d'intolérance tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion. Et je vous pose la question parce que dans la classe politique, il ne me semble pas que ce soit anecdotique, puisque mine de rien, une partie de la population adhère aussi à ce discours. Il y a une volonté d'imposer ce terme d'islamophobie. On sait que dans votre gouvernement, Bruno Retailleau parle en effet d'actes anti-musulmans. Manuel Valls refuse également le terme d'islamophobie. Vous, femme de gauche aussi, est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi ce terme, non pas vous gêne, mais en tout cas pourquoi vous refusez de l'employer? Mais je vais vous dire une chose très claire, je ne refuse pas d'employer le terme d'islamophobie aujourd'hui, parce que ce qui s'est déroulé là dans cette mosquée était aussi un acte contre les musulmans. Alors on peut passer des heures à discuter de est-ce que c'est islamophobe ou est-ce que c'est de la haine anti-musulman, mais je vais vous dire franchement, on va perdre notre temps. Moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de crimes qui sont des crimes qui s'expriment contre tous ceux qui sont différents, quelle que soit l'origine de la différence, que ce soit parce qu'on est juif, musulman ou chrétien, peu importe, ça ne va pas dans notre société actuelle en France aujourd'hui parce que on a le sentiment du retour des guerres de religion. Donc, quand il y a des ferments pour une guerre de religion, la République laïque, elle est là pour dire stop. C'est quand même excessivement fort ce que vous dites à deux micros. Vous avez le sentiment qu'en France, on a par certains actes comme ça une certaine réminiscence d'une forme de guerre de religion. Oui, il y a des ferments et il y a un certain nombre de groupes qui cherchent à mettre en place des ferments et qui cherchent à surfer sur la division. La France est un vieux pays qui a connu en son temps, au moment de la Saint-Barthélemy, les guerres de religion. La laïcité est venue apaiser tout ça. La République française est venue apaiser tout ça. La présence de l'État partout est là pour la sérénité et le respect du droit de croire à ce qu'on veut dès lors qu'on le fait dans un cadre privé. Et je dis aujourd'hui, nous, responsables politiques, notre responsabilité, c'est d'amener de la sérénité, de la laïcité de la République, c'est-à-dire le moyen de vivre ensemble, c'est de préserver les libertés de chacun, de préserver le droit de croire, mais surtout de préserver la laïcité. C'est la seule condition qui nous permettra de vivre en paix et ensemble. Dans la mine de rien, pour préserver le droit de croire, encore faut-il, mine de rien, que tous les croyants de ce pays se sentent considérés de la même façon. Et vous voyez que depuis, mine de rien, 24-48 heures, une petite musique monte dans les responsables politiques, dans les associations, qui disent « Mais vous avez tardé !» Vous avez tardé à réagir, Bruno Retailleau, lui qui a le tweet facile, et tous les gouvernements, même mine de rien, qui ont leur réaction à portée de main sur leur téléphone, ont mis un peu de temps à réagir. Est-ce qu'il n'y a pas là eu une erreur du gouvernement de prendre un peu trop de temps, contrairement peut-être à un acte antisémite ou à un acte anti-chrétien, de réagir sur ce crime-là? Je vais vous dire, moi je suis très sensible à tous ces actes de violence. Comme ancienne ministre des victimes d'attentats, je veux dire ici que la concurrence victimaire, c'est le ferment de la division
division et de la haine. Il n'y a pas de concurrence victimaire à monter en épingle. Certains veulent dire qu'on s'est pas assez occupé des crimes antisémites, d'autres veulent dire qu'on s'est pas assez occupé des crimes anti-musulmans. Moi, je dis une chose ici. Toutes les victimes de la haine de l'autre et de la xénophobie doivent être soutenues, toutes, et il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes. C'est ça le principe cardinal auquel je suis attachée comme femme politique engagée de gauche républicaine. Vous posez le débat qui a été également posé hier à l'occasion d'une marche blanche et d'un rassemblement d'une certaine manière qui avait lieu place de la République à Paris contre l'islamophobie en présence de Jean-Luc Mélenchon qui affirme, lui, que c'est l'islamophobie qui menace l'unité du pays. Jean-Luc Mélenchon fait partie de ceux qui instille les ferments et les graines de la discorde, comme s'il cherchait une forme de guerre des religions, comme s'il cherchait en réalité à diviser le pays. C'est un peu la stratégie du chaos auquel sont habitués quelques anciens trotskistes. Et je pense que c'est exactement contre ça qu'il faut lutter. Vous voyez, moi je préfère les mots de rassemblement d'un Mendes France, d'un Léon Blum, ou même d'un Georges Clémenceau pour parler des anciens responsables politiques. Je préfère la concorde nationale, celle que porte le Premier ministre, celle que porte le Président de la République, et je pense que c'est beaucoup plus constructif, surtout pour les habitants des quartiers dont je m'occupe, que ceux qui n'ont que la haine à la bouche et la division. Avant de passer, mine de rien, au reste de notre entretien et avant d'aller au cœur de vos nombreux dossiers, il y a eu également un cas qui a frappé ce début de semaine, qui a été très marquant. C'est ce qui s'est passé du côté de Nantes, une attaque au couteau dans un collège. Vous avez expliqué que si la réponse sécuritaire était évidemment évidente, il y avait derrière, en réalité, tout un nombre de mesures à prendre. Beaucoup qui nous écoutent se disent non, en fait, d'abord, il faut des policiers, il faut peut-être recadrer certains jeunes et peut-être pas penser à tout ce qu'il faut derrière. D'abord, la sécurité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que le plus efficace, au-delà de la sécurité et de l'application de la loi, évidemment, dont se charge le ministre de l'Intérieur et de la Justice, à mes yeux, le plus efficace, c'est de prévenir. Je pense d'abord aux parents de cette victime, de cette jeune adolescente qui est morte sous ces coups de poignard. Je pense à eux et je pense à toutes les autres, tous ceux qui ont vu l'acte. Et je vous dis, prenons en garde à ne pas creuser la souffrance psychique. Ce meurtre, ça signifie que de la part de celui qui est venu tuer, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va très très mal sur le plan psychique. Donc bien sûr, il faut sanctionner, bien sûr, il faut mettre hors d'état de nuire. Pardon, mais est-ce que je peux aussi venir vous taquiner, Madame la Ministre, pardonnez-moi, mais en disant, en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ce pays, quand c'est une attaque, mine de rien, qu'elle soit raciste, qu'elle soit extrémiste, qu'elle soit motivée par des motifs religieux ou autres, on a l'impression que c'est des gens qui ont des troubles psychiques. Est-ce qu'on se cache pas derrière notre petit doigt pour, mine de rien, quelque chose qui est beaucoup plus profond, une société de beaucoup plus violente, un accès aux armes qui est débrayé, un trafic qui touche les plus jeunes? Faut pas quand même être en bon état psychique pour aller planter 50 coups de couteau dans le corps de quelqu'un. C'est-à-dire que, alors, est-ce que quand on est psychiquement fragile, on est irresponsable? Non. Mais on a quand même quelqu'un qui a présenté des signes avant-coureurs. Nantes, ce cas particulier-là, c'est aussi quelqu'un qui n'avait pas été suffisamment détecté tôt. C'est quelqu'un qui prônait le nazisme avec énormément de violence, qui en appelait à la haine. Un jeune de 15 ans qui appelle à la haine et qui prône le nazisme, c'est un jeune qui va pas très bien. Ça veut pas dire qu'il suffit de mettre des psychologues, mais ça veut dire qu'il faut aussi des psychologues. Donc votre plan, c'est de prendre ce mal à la racine. Mon plan, c'est de prendre le mal à la racine, parce qu'un enfant de 0 à 5 ans, quand on sait s'occuper d'un enfant, on peut aussi prévenir ces cas de dérives psychiatriques lourdes. On peut prévenir. Tous les spécialistes de l'enfance le savent très bien. Si vous êtes capable de détecter un enfant qui va mal, qui est lui-même victime de violence, qui a lui-même été victime de traumatisme dans sa petite enfance, le repérer, puis l'aider. Donc est-ce que c'est l'État qui subventionne des psychologues dans les écoles? Comment ça va se passer concrètement? Moi, je mets en place un accompagnement psychique dédié dans les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire dans 1600 quartiers. Avec les 1600 quartiers, c'est presque 6 millions de personnes. C'est des habitants qui sont en partie jeunes, parce que c'est une population jeune qui vit dans les quartiers. C'est beaucoup de femmes seules, et c'est beaucoup d'enfants qui sont laissés à la dérive. Et ce que je veux mettre en place, et ce à quoi je suis en train de travailler avec le ministre de la Santé et la ministre de l'Éducation, c'est de mettre en place un cocon protecteur pour les petits. Parce que détecter les petits, c'est des quel âge? Les petits enfants de 0
à 10 ans. Détecter un trouble chez un enfant, c'est prévenir et c'est vraiment guérir. Entre 0 et 10 ans, c'est suffisant, on est assez grand. On commence... Vous n'allez pas nous faire une Elisabeth Borne qui nous expliquait qu'il fallait choisir un métier dès la maternelle. Loin de là. Moi, ce que je souhaite, c'est que les enfants puissent être protégés. Vous voyez, ce qui dysfonctionne en France, c'est qu'on n'a pas assez investi dans l'enfance. On ne s'est pas assez occupé des enfants, et en particulier des enfants pauvres et des enfants précaires. Vous savez, le ministère de la Ville, c'est le ministère des urgences, en fait. C'est le ministère des urgences parce que dans les villes, vous le dites très bien en intitulé de votre émission, c'est là que se concentrent toutes les difficultés. Les villes pauvres, précaires, les quartiers précaires, c'est là où il y a toutes les difficultés, du trafic de drogue, de la précarité sociale, et c'est précisément là que l'État doit être beaucoup plus présent. Moi, je suis pour une société où on s'occupe d'abord des zones où ça va très mal, parce que s'occuper des zones où ça va très mal, c'est mettre plus d'État et c'est faire en sorte que toute la France aille mieux. Faire en sorte que toute la France aille mieux. Regardez comme Madame Juliette Méadel, ministre de la Ville, est ambitieuse. Vous avez certainement des questions à lui poser dans un instant. On revient sur Sud Radio 0826 300 300, des discussions sur l'insécurité, sur le trafic, sur les ZFE, sur les HLM peut-être. Et vous avez entendu cette petite musique qui montre la nécessité de remettre la taxe d'habitation. Enfin, entre nous, une contribution modeste. On sait ce que ça veut dire. 0826 300 300 pour discuter avec Juliette Méadel, ministre de la Ville, et réagir à tout ce qui vient d'être dit aux différentes annonces. Vous êtes sur Sud Radio et on est de retour dans un instant. Sud Radio, midi 14h, Maxime Liédo sans réserve. Midi 47, on est encore pendant une quinzaine de minutes avec la ministre de la Ville, Juliette Méadel. Et c'est vrai que c'est un partenaire, c'est un ministère transversal, parce qu'on le disait, l'insécurité, le trafic, les HLM, beaucoup de questions sont en fait, et vous me le racontiez avant de venir, c'est en réalité le ministère des urgences. Il y en a eu une urgence la semaine passée à Rennes, où 4 hommes ont tenté à plusieurs reprises de tirer en réalité en plein milieu de la ville pour récupérer un point de deal, ce qui prouve, quand on dit Rennes, on pense pas toujours au narcotrafic. C'est là où vous disiez tout à l'heure que l'État doit être partout. L'État doit être partout. Et vous étiez à Rennes. J'étais à Rennes dans ce café où, en pleine journée, dans un endroit agréable, en pleine journée, il y a 2 tireurs qui sont venus pour un règlement de compte et ont essayé de tuer par des représailles 2 autres jeunes. J'ai discuté avec les victimes qui étaient présentes au moment des tirs. On est quand même dans un environnement vraiment tranquille, avec l'irruption de la violence de gangs, comme si vous étiez au fin fond de l'Amérique latine. Et là, c'est là que je vous dis qu'on a besoin d'État partout, et que c'est en particulier dans ces quartiers qu'il faut de l'État, il faut de la sécurité. Que me disent les habitants des quartiers? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les habitants des quartiers à Rennes, là où j'étais? C'était à la tour Kennedy, la dalle Kennedy. Ils m'ont dit, mais où on a besoin de vous, on a besoin de votre présence. Et ce que je veux dire quand même ici à vos auditeurs, c'est que la République, ça a aussi un prix. Et il faut donc des moyens. Donc oui, il faut qu'on dépense mieux, comme le Premier ministre nous a demandé de le faire. Mais attention, on a besoin de policiers, on a besoin d'éducation, on a besoin de santé, on va en parler. Et moi, ministre de la Ville, je m'assure qu'il y ait de plus en plus de présence de l'État. C'est aussi pour ça que le président de la République... Donc l'État a un coût. L'État a un coût, et le président de la République, Emmanuel Macron, depuis 2017, augmente régulièrement les moyens dans les quartiers politiques de la ville. Et cette année, grâce au Premier ministre, j'ai réussi à préserver à peu près les ressources de ces quartiers. C'est très important parce que si on veut qu'il y ait plus de sécurité et plus de sérénité dans notre pays, on ne peut pas tolérer qu'il y ait des zones de non-droit. Et donc vous mettez en garde d'une certaine manière le Premier ministre au moment où on se penche déjà, notamment dans vos ministères, sur les économies à faire. Attention, il y a des budgets à préserver, parce que le ministère des Urgences, si on laisse tomber la ville, on laisse tomber le reste des dominos suisses, c'est ça? C'est ça, et non, la politique de la ville, vous savez, c'est pas une politique chère, loin de là. C'est une responsabilité politique que j'ai, qui consiste à veiller à ce qu'il y ait une présence en termes de sécurité, en termes de santé. J'investis moi-même dans la petite enfance, dans l'enfance, dans l'adolescence, en mettant en lien les acteurs. Et nous pouvons faire encore mieux. Mais sur le plan de la volonté de l'État, il faut bien montrer, y compris aux élus locaux qui sont mes partenaires, que nous ne laisserons pas tomber ces quartiers. Nous ne les laisserons pas tomber parce que, 1, je ne veux pas qu'ils soient aux mains des trafiquants de drogue, et 2, j'ai une responsabilité politique vis-à-vis des habitants des quartiers que je vois 2 ou 3 fois par semaine dans mes déplacements qui sont nombreux. Je leur dis,
nous sommes là, nous ne vous laisserons pas tomber et nous ne ferons pas de coupe sombre sur les moyens publics dans les quartiers. Mais pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Parce que et les auditeurs de Sud le savent mieux que moi, le savent peut-être même mieux que nous, au 0826 300 300, quand ils nous appellent, ça fait 10, 15 ans peut-être qu'ils nous appellent en disant mais les discours sur nous ne céderons pas, sur l'État présent, sur l'État fort, sur l'État courageux, on l'entend et finalement à chaque ministère qui se succède, à chaque gouvernement, peu importe, à chaque drame, on se dit bon ça fait peut-être 20 ans qu'on le dit, mais les faits sont pas là. Oui, les faits sont pas là. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que s'il n'y avait pas eu du tout de politique de la ville, ça aurait sans doute été pire. C'est la première chose. La deuxième, c'est que est-ce qu'on fait assez? Non. Mais est-ce qu'on fait assez? Non. Pourquoi on a voulu remettre un ministère de la ville et en particulier confier une femme de gauche? Parce qu'il n'y a pas assez. C'est un signal politique. Ça veut dire que pour le président et le Premier ministre, on a bien conscience qu'il est plus possible de laisser les habitants à ce sentiment d'abandon. C'est aussi pour ça que mon budget a été préservé et c'est aussi pour ça que je me bats dès aujourd'hui pour le budget de 2026 et que j'entends préserver nos moyens. C'est fondamental et je le dis notamment à tous les habitants que je vois et je vais demain à Sevran, je me rendrai également à Marseille où je suis allée régulièrement et je peux vous dire que dans les quartiers, on a besoin de plus de crèches, on a besoin de plus de sécurité, on a besoin de plus d'éducation et que je m'y attelle. Vous venez de vanter votre aspect femme de gauche, femme issue du PS. Vous venez aussi de vanter le fait que vous alliez régulièrement sur le terrain. Le fait est qu'il y a une mesure dont on discute énormément, notamment ici sur Sud Radio depuis de nombreuses semaines, pour pas dire de nombreux mois. Ce sont l'instauration des ZFE dans de grandes villes, ces fameuses zones à faible émission. Comment une femme de gauche comme vous, habituée au terrain, visiblement avec une véritable préoccupation de ceux qui habitent ces grandes villes, peut être en accord avec une telle mesure qui, mine de rien, écarte des millions et des millions de Français de ce dispositif, de leur bagnole, et qui complexifie déjà mine de rien, des gens qui, avec une bagnole, c'est un besoin absolu pour aller travailler, et vous leur expliquez, bon, vous êtes mignons, les gueux, comme dirait Alexandre Jardin, faut aller ailleurs. Alors, j'ai dit à votre micro, chez Jean-Jacques Bourdin, au tout début de mon mandat, que je souhaitais qu'il y ait des exceptions pour les habitants des quartiers politiques de la ville qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, et qui ne peuvent pas rentrer dans la capitale ou dans les capitales à cause des ZFE. Donc, je continue à le dire. Et vous l'avez dit à Agnès Pannier-Runacher ou pas ça? Absolument. Elle partage d'ailleurs l'objectif. Elle est en train d'y travailler et je le maintiens et je le redis à votre micro. Les habitants des quartiers qui ont besoin de leur travail et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et qui n'ont pas tous accès à des systèmes de transport public qui leur permettent d'y aller. Par exemple, quand vous habitez dans le Val d'Oise, que vous êtes à Sarcelles et que vous souhaitez aller travailler à Roissy, c'est pas possible d'être obligé de repasser par Paris en transport en commun. Donc il faut que vous puissiez vous déplacer. Il faut que vous puissiez aussi rentrer dans Paris simplement. Donc je souhaite qu'on travaille au maintien de ces exceptions. Mais quand vous dites exception, ce serait quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui travailleraient par exemple à l'intérieur de ces grands centres-villes, parce qu'on a l'impression de mettre des exceptions un peu partout, par exemple l'industrie automobile européen, c'est des exceptions, le périph' parisien, bon il y a des exceptions. Une exception sur les ZFE, ça serait quoi? Est-ce que ce serait peut-être pas plus intelligent de le supprimer? Moi, ce que je demande, c'est que pour les quartiers, il y en a 1600 en France, pour tous ceux qui risqueraient de subir une exclusion des centres urbains à cause des ZFE, pour des raisons qu'on peut comprendre par ailleurs. C'est vrai qu'il faut améliorer la qualité de l'air. Mais attention, sans exclure des millions de personnes. Attention, je ne souhaite pas, alors que les habitants des quartiers ont besoin de leur travail pour vivre, je ne souhaite pas qu'on en rajoute en termes de difficultés et que ce soit les plus fragiles qui payent l'addition. Dans on va dire les grands chantiers auxquels vous allez être confrontés dans les prochains temps, il y a celui du retour hypothétique, en tout cas c'est la petite musique qui monte, de la taxe d'habitation. Vous êtes la ministre déléguée de la ville auprès de François Rebsamen, qui gère l'aménagement du territoire, qui a à sa charge l'aménagement du territoire. Alors, on rappelle quand même que la taxe d'habitation, suppression par Emmanuel Macron, à chaque fois qu'on parle du bilan d'Emmanuel Macron, on dit quand même, en 2017, il a supprimé la taxe d'habitation, c'est extraordinaire. Et là, on parle alors non pas d'impôt, mais de contribution modeste sur le même système que la taxe d'habitation. Il se passe quoi? Je pense qu'on a dit quand même globalement que on ne ferait pas peser de pression fiscale supplémentaire sur les Français. C'est ce qui est notamment ce qui a été dit par le Premier ministre. Donc pas d'impôt supplémentaire. Donc moi je suggère. Quelle est la différence entre impôt et contribution modeste? Oui, alors écoutez, entre impôt et taxe, on peut avoir un débat sémantique, mais on a quand même dit globalement que les prélèvements obligatoires n'augmenteraient pas. Moi je crois qu'il y a quand même des marges d'amélioration dans le fonctionnement des collectivités locales. D'ailleurs, François Rebsamen cet après-midi organise un séminaire de simplification pour réaliser un certain nombre d'économies. Moi, je propose qu'on le laisse aller au bout de l'exercice et qu'on voit de quelle manière on pourrait éviter de faire augmenter la taxe d'habitation pour respecter donc vous êtes fondamentalement le bilan du contre président cette de la idée République. quand même. Je suis pas très favorable à l'idée d'augmenter les impôts quand
on avait aussi engrangé les bénéfices grâce au président de la République, de la suppression de la TH, la taxe d'habitation. Dernier sujet, vous êtes une femme de gauche, issue plutôt du PS. J'aimerais vous faire écouter, mine de rien, certains bruits, parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut les qualifier. Je préviens les auditeurs de Sud Radio, attention aux oreilles. Ça, c'est ce que vous entendez, c'est la façon dont a été accueilli Jérôme Guedj hier à la manifestation, qui a voulu se frayer un chemin suite à l'acte anti-musulman, à ce meurtre qui a été perpétré le week-end dernier. PS, qui, on le sait, connaît beaucoup de tensions actuellement avec la France insoumise. Le congrès a lieu dans quelques semaines. Comment la femme de gauche regarde ça ? Un peu désespéré de voir ce qu'est devenu le Parti socialiste, qui était quand même le parti de Blum, qui était aussi un grand parti, qui était aussi un parti de gauche raisonnable, de gauche social-démocrate. Aujourd'hui, le Parti socialiste a perdu sa boussole, notamment dans son alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Je souhaite qu'il retrouve sa boussole républicaine, qu'il retrouve le respect des principes de la laïcité et de la République pour qu'il se reconstruise, et je ne vois pas d'autre issue que de s'éloigner de ce qu'il a été depuis ces 7 dernières années dans une alliance contre nature avec les Insoumis. Juliette Méadel, ministre de la Ville, merci beaucoup d'avoir été avec nous, auditeurs de... Mais je vous en prie, j'aperçois là-bas Marc Toiti à travers la porte du studio qui doit se réjouir d'avoir entendu une ministre dire attention, n'augmentons peut-être pas si vite que ça la fiscalité. 0826 300 300, c'est l'annonce du week-end. Est-ce que l'État va enfin entamer son régime? Les économies sont demandées. Mesdames, messieurs, vous êtes sur Sud Radio, midi 57.